Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série B-Magnetic sur le growth hacking. You serious? Et oui, je suis très sérieux. J'avais envie de revenir sur le growth hacking, dont on entend de plus en plus parler, et pour le démystifier, pour dire ce qu'il est réellement et surtout ce qu'il ne doit pas être. Car si le terme fait parfois rêver, il dérange aussi de nombreux marketeurs. Chercher à bidouiller sa croissance ou à la pirater peut parfois être intéressant, surtout quand on n'a rien à perdre, mais il peut aussi présenter certains risques. Les risques de mener des actions inappropriées, et vous n'auriez alors qu'une trouille, que vos prospects tombent dessus. Ce qui est l'effet inverse escompté. Alors autant y voir clair, et c'est l'objet de cet épisode. Alors la définition concrète du growth hacking, c'est ni plus ni moins que le bidouillage de croissance, selon Wikipédia. Et du coup, ça m'amène une question essentielle. Est-ce que vous connaissez beaucoup de dirigeants, chez les éditeurs de logiciels et ESN, qui auraient envie de bidouiller pour leur croissance? Déjà, le terme inquiète, préoccupe, pose des questions en tout cas. Alors ce terme, il est apparu dans les années 2010 dans l'univers des startups qui avaient besoin d'aller vite, qui avaient besoin d'acquérir rapidement des abonnés sur leur page entreprise, sur les réseaux sociaux, qui avaient besoin de générer du trafic rapidement sur leur site pour vérifier si leur concept était bon, si leur concept intéressait et qu'elles avaient réellement un marché derrière. Mais ces startups qui cherchaient du coup une efficacité maximale et rapide n'avaient absolument rien à perdre. Et surtout, le concept existait déjà depuis longtemps. Elles n'ont fait que donner un terme à des pratiques que les marketeurs qui ont quelques années d'expérience ont tous plus ou moins connues. On achetait des listes d'emails, on achetait des listes d'entreprises qui avaient des noms de domaine pour leur site internet, et puis avec quelques formules Excel, on rajoutait contact, nom de domaine, info, nom de domaine, qui étaient des pratiques courantes de ce qu'est le growth hacking, bidouiller un peu ce qu'on a sous la main pour essayer d'aller plus vite, de gagner du temps. Mais ce qui est aussi parfois à la limite de la légalité, disons-le concrètement. Alors certains vous diront que le growth hacking c'est plutôt un état d'esprit que finalement l'accumulation de petites techniques pour bidouiller et pirater en quelque sorte sa croissance. Quand on promet de doubler ou tripler les leads en quelques semaines, faut pas rêver, il va y avoir quelques actions qui seront non conventionnelles ou en tout cas qui manqueront d'éthique. C'est pour ça que plutôt qu'un état d'esprit, on pourrait parler de pratiques de growth hacking davantage éthiques et d'autres un peu plus borderline. Alors on va tout de suite écarter le côté pas éthique de cette vidéo, c'est absolument pas l'objet, et puis ça ne sert à rien. Concrètement, si vous voulez 1000 abonnés Twitter la semaine prochaine, c'est tout à fait possible, il suffit de les acheter en Inde, et pour quelques centaines de dollars maximum, vous aurez 1000 abonnés Twitter la semaine prochaine, ou dans 2-3 semaines. Mais peu importe, vous aurez des abonnés qui ne seront absolument pas qualifiés, qui ne s'engageront absolument pas. Donc, si l'envie était de faire croire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à vos solutions, eh bien très bien, mais c'est là où on rejoint le monde des startups, qui n'ont rien, qui démarrent de zéro, qui n'ont rien à perdre. Donc elles peuvent peut-être trafiquer un peu les chiffres pour faire croire que, puisque leur objectif est de faire croire en vue d'une levée de fonds. En revanche, quand vous êtes un éditeur de logiciels installé, avec une base client, ou une ESN qui interagit avec une communauté des clients et des partenaires, avoir des abonnés absolument pas qualifiés, fictifs, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ça peut être plutôt contre-productif, et donc, dans cette vidéo, on va occulter ce genre de petites bidouilles, ce genre de petites techniques du growth hacking, pour se consacrer plutôt sur les pratiques éthiques. En quoi ça consiste alors? Eh bien, rappelons-nous la définition. Le growth hacking vise à utiliser des techniques pour acquérir du trafic plus rapidement, générer des leads plus rapidement, plus vite et plus nombreux, et ainsi accélérer sa croissance. Alors évidemment, une des pratiques les plus courantes est de recourir à des solutions publicitaires, de type AdWords, Google Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Facebook Ads, bref, d'arriver à toucher son audience à travers la publicité pour être vu au même titre que des acteurs qui seraient implantés depuis des années. Effectivement, ça permet d'aller vite.
Être premier dans Google sur la requête logiciel CRM ou solution SIRH est tout à fait faisable. Il suffit de créer une campagne, de payer un certain prix pour l'enchère, d'avoir une bonne page d'atterrissage et vous serez rapidement dans les premières annonces. Vous pourrez également activer des campagnes de retargeting sur LinkedIn, sur Facebook pour que les prospects que vous aurez attirés, qui visitent votre site et qui n'auraient pas converti immédiatement, eh bien, revoient de la publicité en retargeting sur les réseaux sociaux et que vous essayez encore de les convertir. Et là encore, le growth hacking peut nous amener sur des pratiques douteuses. Vous pourriez très bien aller dans Google et acheter sans discernement la marque de vos concurrents comme mot-clé. C'est de plus en plus difficile à cause des exigences de score de qualité des pages d'atterrissage, mais ça reste des pratiques que l'on voit aujourd'hui. Seulement acheter la marque de ses concurrents pour pousser une annonce pour vos produits, d'un point de vue déontologique, c'est pas super. Et là, il existe des pratiques un petit peu plus malines, un petit peu plus qualitatives, où on va plutôt acheter la marque, mais par contre, écrire une annonce avec alternative à X, une nouvelle génération de solutions, qui pourrait pointer par exemple sur un article de blog où vous expliqueriez peut-être les limites constatées sur une solution et des limites de nature publique, pas uniquement votre avis sur la question, et puis de proposer une nouvelle réponse, une nouvelle alternative. Ce sera un peu plus quali que d'acheter la marque sans discernement. Mais bon, je vais tempérer un tout petit peu quand même la dimension growth hacking, parce qu'aujourd'hui, tous les marketeurs ont des campagnes publicitaires dans leur plan marketing, ou quasiment tous les marketeurs en tout cas, et d'autant plus avec des solutions publicitaires comme on en a aujourd'hui sur LinkedIn. On l'a bien vu dans un épisode de la saison 2 de Be Magnetic, les LinkedIn Ads aujourd'hui permettent de rentrer en contact hyper efficacement avec sa cible. Autre exemple des pratiques de growth hacking, ajouter des contacts LinkedIn dans la cible, mais en volume, donc ajouter, en utilisant plus ou moins le même message d'introduction. Bonjour, j'ai vu que nous partagions certaines choses, voulez-vous rejoindre mon réseau professionnel? Si ces pratiques pouvaient fonctionner il y a quelques années, quand on était moins de 10 millions de membres sur LinkedIn et qu'il n'y avait pas de demande de contact tous les jours, aujourd'hui à plus de 20 millions de membres, des demandes comme celle-ci, on peut en recevoir plusieurs par jour. Autrement dit, mettez-vous à la place 2 minutes de vos prospects, des directeurs financiers ou des DSI, pourquoi accepteraient-ils des demandes de connexion de contacts qu'ils ne connaissent pas, surtout avec un message d'introduction à peine personnalisé? Et quand il y a un message, puisque 8 fois sur 10, on reçoit des demandes de contacts qui ne sont absolument pas personnalisées. Mais c'est ça que cherchent les growth hackers. Ils vont vouloir ajouter rapidement des contacts LinkedIn pour essayer de dérouler des argumentaires. Et ils finissent par y arriver. Donc, vu de la fenêtre de l'éditeur, on se dit, bah tiens, c'est pas mal, il a eu des résultats, on a quelques contacts intéressants. Mais si pour avoir quelques contacts intéressants, il a fallu gérer 80 demandes de contacts, et potentiellement sur ces 80 demandes de contacts, créer des a priori négatifs en se disant, tiens, qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est pas très qualitatif la manière dont ils essayent de rentrer en contact avec nous. Eh bien, je me pose aussi des questions sur la pérennité ou en tout cas l'intérêt du dispositif dans une vision à long terme. D'autant plus que si un échange se crée avec la personne en question, il y a intérêt à ce que l'expertise soit au rendez-vous. Et c'est là où on touche vraiment de près un des points clés du growth hacking, c'est la nécessité quand même que ce que l'on fait ait du sens et que l'on illustre une certaine expertise, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, le risque est trop grand de générer des déceptions et de créer un a priori négatif sur vous, votre discours, vos solutions en tant qu'éditeur de logiciels. Et franchement, vous voulez mon avis? On n'est plus du tout dans le growth hacking, mais dans un métier de business développeur. Enfin, certains pourraient vous parler en growth hacking de faire du SEO, donc de l'optimisation de votre référencement naturel. Je l'ai vu à plusieurs reprises, mais là pour moi, honnêtement, ça dénote un manque de connaissances claires de la manière dont fonctionne le SEO aujourd'hui. Car tous ceux qui font du SEO vous le diront, cela ne fonctionne que dans la durée. Essayez d'avoir des résultats rapides, donc de bidouiller quelque part, de pirater la manière dont Google va interpréter votre site et vous référencer. Vouloir aller vite en SEO, c'est prendre un risque majeur d'avoir une pénalité, que ce soit une pénalité partielle ou totale sur votre site. Et dans ce cas-là, honnêtement, c'est plus dur d'en sortir que d'acquérir des bonnes positions. Donc, posons-nous les bonnes questions. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier tout
ce que l'on fait en marketing pour le principe d'aller vite. Non. Bref, tout ça ne fonctionne que si le marketing a bien été étudié, si les cibles ont bien été identifiées et que les propositions de valeur adaptées à la cible ont bien été définies. C'est d'ailleurs ce que rappelle le livre Growth Hacking, qui est paru aux éditions Duno, dont le premier chapitre rappelle la nécessité, l'importance de bien définir son marché, ses buyers personas, son discours, d'avoir des pages d'atterrissage qualitatives pour être sûr que les actions qu'on va entreprendre derrière fonctionnent. Et là, finalement, on retrouve les fondamentaux d'une stratégie marketing multicanal classique. Puisque je cite un des propos tenus dans le livre Growth Hacking aux éditions Duno, construire une offre irrésistible. Alors c'est quoi le problème du growth hacking en B2B ? Eh bien, c'est que les règles changent tout le temps. Et donc, quand l'équipe marketing, dans un état d'esprit de growth hacking, cherche tout le temps à bidouiller, cherche tout le temps à contourner, exploiter un bug ou une fonctionnalité, etc., il n'est absolument pas sûr qu'elle soit toujours disponible 15 jours, 1 mois, 3 mois après. Et donc finalement, on passe plus de temps à essayer de bidouiller, de contourner, de bricoler, que de se poser les bonnes questions et d'essayer de construire des campagnes multicanales efficaces et pertinentes avec des clients qui témoignent, des argumentaires bien ficelés, qui eux vont permettre d'instaurer une chaîne vertueuse, un cercle vertueux de génération de leads plus pérenne. On peut prendre un exemple très simple. Il y a quelques années, quand le réseau social LinkedIn a commencé à vraiment accélérer en B2B, il venait de racheter le blog Pulse. Et ce qui fait que tous les membres LinkedIn se sont retrouvés avec une fonctionnalité très intéressante de pouvoir publier un article de blog sur leur profil LinkedIn, un article très étoffé, donc développant un point de vue illustrant une expertise, et au moment de la publication, tout son réseau de membres connectés au premier niveau sur LinkedIn recevait une notification que vous aviez publié un article Pulse. Et de la même manière, vous pouviez choisir les catégories dans lesquelles vous étiez affiché. Ce qui fait que lorsqu'on publiait à cette époque-là un article de blog, on générait tout de suite 1000 vues en quelques heures, il était relayé, partagé, et du coup l'algorithme de LinkedIn le prenait en compte et continuait à le partager au réseau de 2e et 3e niveau. Eh bien un jour, LinkedIn a supprimé la possibilité d'affecter l'article de blog Pulse que vous aviez écrit à une catégorie. C'était lui qui décidait quelle était la catégorie la plus appropriée. Il réagissait certes aux dérives et aux nombreuses publications absolument pas qualifiées, mais ce qui fait que pour les personnes qui s'en servaient à bon escient, la fonctionnalité a disparu, elles sont passées de milliers de vues à quelques dizaines, voire quelques centaines au mieux. Et ce qui fait qu'une technique qui fonctionnait bien pour générer de l'audience et de l'engagement s'est arrêtée du jour au lendemain. Et c'est un peu ça le problème avec le growth hacking, c'est que finalement, des choses que l'on met en place, des techniques que l'on exploite au quotidien peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Et si on a fait reposer une partie trop importante de la performance de sa stratégie marketing sur ce type de bidouille, eh bien les résultats peuvent être compliqués à absorber pour un éditeur de logiciels. Ce qui n'est pas forcément le cas de la startup. Comme je le disais au début, le growth hacking est arrivé avec l'univers des startups qui n'avaient rien à perdre. Et ce n'est pas le cas des éditeurs. Donc le problème en B2B, c'est qu'à un moment, il faut quand même faire la part des choses entre le growth hacking, la bidouille, la technique, le contournement et la stratégie marketing bien réfléchie. L'autre problème du growth hacking en B2B est lié à ces dérives, finalement au fait que l'on fasse croire à un certain nombre de personnes, dont les directions générales, dont les décideurs, qu'il est possible de doubler ou tripler ses leads en quelques semaines. Et finalement, on crée un mauvais débat dès le départ dans la relation avec les agences marketing. Pourquoi ? Parce que les éditeurs se disent « bah tiens, on m'a dit que on pouvait doubler mes leads en 3 semaines ». Mais de quel lead parle-t-on ? De quel lead parle-t-on ? Parce que si on parle d'un formulaire rempli, tous les digital marketeurs qui sont honnêtes vous diront que plus on fait de l'audience, plus on fait de l'acquisition de trafic, plus la proportion de formulaires remplis non qualifiés risque parfois d'augmenter. Et donc forcément, on génère un mauvais débat parce que la direction générale, elle, s'attend à avoir des leads qui vont dans le pipeline des commerciaux. Or, le marketeur sait très bien que sur 10 formulaires remplis, il en enverra peut-être 1 ou 2 dans le pipeline pour qualification commerciale. Des fois 3 ou 4 s'il n'y a pas beaucoup de trafic ou si c'est ultra qualifié. Mais du coup, cela crée un mauvais débat dans le lancement de projet, dans le lancement des campagnes marketing.
Parce que les directions générales qui n'entendent que un bout du discours, doubler, tripler les leads en quelques semaines grâce au gros hacking, ne retiennent que ça. Alors que le mieux est de privilégier une vraie réflexion de fond, la prise de recul et la construction d'un plan marketing composé de nombreuses campagnes variées, multicanales, multi-cibles, multi-discours, qui, elles, vont permettre d'obtenir des résultats dans la durée et de manière pérenne. De toute façon, le rôle du marketing est plutôt de mettre en place un cercle vertueux autour du plan marketing qui serve les objectifs de communication et de notoriété et les objectifs de génération de leads. Donc moralité, mieux vaut un growth marketer centré sur la croissance qu'un growth hacker. Alors je sais que je ne vais pas forcément me faire que des amis avec cette vidéo, mais si vous voulez voir les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.